Imaginez 1600 bombes par jour, c'est presque facilement ce que pourraient faire les deux groupes aéronavals américains au large de l'Iran. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de comprendre pourquoi les États-Unis ont décidé de mettre en œuvre leur deuxième porte-avions, leur plus gros porte-avions de leur flotte, le plus nouveau, le Ford, de le faire quitter le large du Venezuela pour qu'il se rapproche de l'Iran. De regarder donc dans un premier temps ce qu'est ce magnifique porte-avions, dans un deuxième temps la puissance de feu, je vais vous expliquer un petit peu le calcul. Pour info, dans l'année post-Bataclan, toute la France en avait tiré environ 1000 bombes, il pourrait en faire 1600 par jour. Ensuite, en 3, on va regarder l'état des forces américaines dans la région, et ça ne fait que se renforcer. En début de semaine, mi-février, là, on a eu des F-35 supplémentaires qui ont quitté l'Angleterre pour venir se mettre principalement en Jordanie. Dans un quatrième point, on va se demander si l'armada qui est en train d'être agglomérée est tout simplement trop grosse pour ne pas être utilisée. Et ensuite, on va se focaliser un petit peu quand même sur les marins, sur cette fameuse croisière sans fin pour les marins du Ford et sur les conséquences d'un point de vue géopolitique de tout ça. Allez, on attaque juste après la présentation de notre partenaire. Sur la chaîne, on parle beaucoup de défense, on parle beaucoup de porte-avions. Et le porte-avions, c'est facile de voir la puissance, c'est facile de voir la projection, mais également c'est facile de voir les dangers qui peuvent le toucher. En 2026, d'après France Assureur, le plus gros danger, on est sur des cyberattaques. Et on pense qu'il va y avoir une augmentation énorme de ces cyberattaques à cause du développement de l'IA, mais également à cause de l'augmentation de la circulation de données et de vos données personnelles. À partir de là, la protection de ces données, la protection contre le dark web est de plus en plus importante. Et notre partenaire du jour, NordVPN, ce n'est pas qu'un VPN classique qui vous permet la téléportation, comme vous le savez. Ça vous permet, là je suis en Espagne, de faire croire à l'informatique que vous êtes peut-être en France, que vous êtes aux États-Unis, que vous êtes, je sais pas moi, en Angleterre. Qui vous permet de contourner les problématiques de géoblocage, de voir vos séries préférées, d'avoir de l'avance sur certains contenus. Mais en plus, NordVPN, en plus d'être le plus rapide, c'est la téléportation immédiate, en plus d'être le plus sûr, il vous permet d'avoir 10 appareils connectés en simultané et surtout de ne pas avoir de log de connexion. Le point sur lequel je voulais insister aujourd'hui, comme on parle des menaces, eh bien c'est ses performances et capacités anti-menaces, que ce soit pour vous aider à éviter des sites malveillants, que ce soit pour éviter les pubs intrusives ou, ça c'est mesquin, les trackers web. Et notre offre aujourd'hui, elle vous permet, avec le lien juste en dessous, de tenter pendant 30 jours satisfait ou remboursé NordVPN sur, comme on l'a dit, 10 systèmes différents, tablettes, télé, ordinateurs, et de profiter sur le forfait 2 ans de 4 mois gratuits. Allez, vous prenez aucun risque, 30 jours satisfait ou remboursé, c'est juste en dessous et jingle. Et juste avant d'attaquer la vidéo, ces derniers jours ont vu énormément de transports d'avions supplémentaires qui sont partis pour la plupart des États-Unis vers le Moyen-Orient. Juste pour vous donner une idée, on est en début de semaine sur 48 F-16, 12 F-22, 18 F-35, 6 E-3, ces fameux avions radars, les AWACS, une quarantaine de tankers et même du E-11 BACN. Alors ça, c'est le Battlefield Airborne Communication Node, le nœud de traduction des communications pour permettre la synchronisation de la liaison de données, des communications entre différentes plateformes qui ne parlent pas, si vous voulez, la même langue d'un point de vue technologique et langage informatique. Et pour la petite histoire, c'est le dernier type d'avion qui a été perdu par les Américains en Afghanistan. Il s'était crashé dans les montagnes afghanes en 2020. On pourra revenir, si vous le souhaitez, dites-le nous dans les commentaires sur pourquoi cet avion s'était écrasé en Afghanistan. Toujours est-il, énormément d'avions. Fait notable, les 12 F-22 qui manquaient dans la région. Pour rappel, 4 jours après leur mise en place au large du Venezuela, il y avait eu l'assaut. Et surtout les 6 E-3. C'est énorme, en plus des E-2D de la marine. Mais il faut quand même avoir conscience, regardez cette carte de la taille de l'Iran. Si vous souhaitez protéger toute la façade sud et ouest de l'Iran, il faut facilement 4 AWACS en l'air en même temps. J'ai envie de vous dire qu'avec 6, vous pouvez assurer une permanence à minima de 2 en permanence. Par contre,
attention, là ça commence à faire beaucoup de matériel, ça va remplir les tarmacs, ça va nécessiter une gigantesque logistique. Elle est en train d'augmenter de manière exponentielle, cette logistique, avec tout ce matériel déployé. Alors, le porte-avions Ford, c'est le CVN-78. Mais à la base, ça fait partie du programme CVN-X, qui est devenu CVN-21 pour le porte-avions en fait, du 21e siècle. Ils ont lancé le programme, quand même, la construction, donc le programme bien avant, en 2009, 333 mètres de long, 100 000 tonnes de diplomatie, 76 mètres de haut quand même. Différentes sources, mais je crois que c'est environ 2600 marins pour le mettre en œuvre. Également, beaucoup d'officiers à bord pour le groupe aéronaval. Et vous avez sur le papier une capacité à faire 160 vols par jour pendant 30 jours. Avec, sur le papier, un surge, une augmentation soudaine à 270 vols par jour, mais d'après le chef des tests, on serait plutôt sur 120 vols par jour sur 30 jours, avec une montée à 240, un peu comme les Nimitz. La grande différence, c'est que vous voyez, au niveau de l'îlot, il est beaucoup plus arrière, et ils ont réfléchi au mouvement pour permettre en fait la montée des bombes, le montage des bombes, l'installation, la préparation des avions sans gêner et sans jamais que les bombes ne passent devant des avions. Donc en fait, ça leur permet d'être beaucoup plus efficaces. Et là où il fallait plusieurs heures entre des vagues successives, maintenant, eh bien, c'est quelques minutes pour réarmer, ce qui est extrêmement important. D'un point de vue purement technologiques, ils sont vendus ces porte-avions pour faire 3 fois plus d'électricité que la classe Nimitz par exemple. Et pour la petite histoire, le nom des prochains porte-avions a déjà été acté. Donc on a le Kennedy qui fait actuellement ses essais en mer, qui devrait arriver d'ici 1 an dans la flotte américaine. En 2030, l'Enterprise, le Doris Miller, lui, ça sera celui d'après. Et après, on aura le Clinton et même le Bush. Et à chaque fois, eh bien, ça vient remplacer des porte-avions qui sont arrêtés, les fameux de la classe Nimitz. Alors, si on veut comparer rapidement, un classe Nimitz, vous aviez des fois des chambres de 180 personnes, 180 marins. C'est maximum 40 sur le Ford. Mais le Ford a eu des gros soucis, a toujours des gros soucis, accrochez-vous bien, au niveau de l'évacuation des eaux usées pour les toilettes. Ça a été tout sous-dimensionné, c'est un gros problème qui remonte régulièrement, et ils ont souvent des toilettes bouchées, mais pas les urinoirs, ce n'est pas une blague, parce qu'il n'y a pas d'urinoir à bord du Ford, parce que les toilettes sont gender neutral. C'est pas une blague. Le Ford, il a été réfléchi pour pouvoir regarder la mer jusqu'en 2105 environ. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est la puissance de feu qui va être disponible pour les Américains au large. Alors, on va faire simple. Imaginez que vous ayez 2 porte-avions qui vont produire pendant quelques jours 240 sorties. Sur les 240 sorties, vous avez des ravitailleurs, vous avez du guet aérien qui ne va pas directement projeter de la puissance. On va donc dire que sur les 240 sorties, on en prend 200 à vocation offensive. J'ai 2 porte-avions, ça me fait donc 400 vols avec des avions offensifs. Je mets 4 bombes par avion, ça me fait 1600 bombes. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir l'enfer logistique de ce type de bateau. Il faut avoir cette capacité à passer toutes ces bombes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, à les préparer et à tenir dans la durée. Donc un porte-avions, c'est pas juste un bateau qui se déplace avec une piste, c'est toute une chaîne logistique et c'est pour ça qu'il est extrêmement important pour ces bateaux d'avoir des navires de ravitaillement qui viennent les aider. D'ailleurs, lors d'un ravitaillement à la mer récemment, on a eu une collision, regardez ces images incroyables. Alors spoiler alerte, ça arrive à toutes les marines, le Charles de Gaulle s'est déjà fait percuter par le pétrolier ravitailleur. Maintenant, là, c'est des calculs théoriques pour vous donner une petite idée de la puissance de feu qui arrive. Maintenant, forcément, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, il faut savoir quoi taper pour atteindre un effet final recherché, un objectif militaire. On en a parlé dans d'autres vidéos, mais là, vous comprenez bien que la puissance, ne serait-ce que de dissuasion, est beaucoup plus forte. Et vous rajoutez également tout l'environnement autour. Alors, quand je vous dis tout l'environnement autour, il faut savoir qu'actuellement, 33% de l'US Navy va être déployé autour de l'Iran. Ça va nous faire 2 groupes aéronavals, ça va nous faire une quinzaine de grosses frégates de destroyers, quelques sous-marins également. Bref, sur la centaine de navires américains actuellement en mer, vous en avez 33% qui sont là-bas, ou qui seront là-bas. Mais en plus, il y a des renforts avec l'US Air Force. Donc vous avez par exemple en Arabie Saoudite la base de Prince Sultan, et vous avez également en Jordanie des bases où il y a énormément de matériel. Quand je vous dis énormément de matériel, en Jordanie, on a 24 F-15, 12 A-10, on a une trentaine de F-35, on a même des growlers qui sont basés sur place. Si vous demandez à quoi peuvent servir les A-10, récemment regardé ces images, ils ont fait des exercices où ils se sont entraînés
à ouvrir le feu contre des drones de surface. Mais surtout, la grosse information du début de semaine, c'était le 16 février dernier, on a plus de 18 F-35 qui ont quitté une base britannique pour venir se mettre dans le Golfe. Alors ce qu'il faut comprendre avec tous ces prépositionnements, c'est que d'un point de vue technique, ça demande des logements, ça demande de la logistique, ça demande de la mécanique, ça demande des ressources humaines, mais surtout ça demande beaucoup d'anticipation pour ce qui est des plans d'entretien des avions. Les avions ne peuvent pas rester déployés pendant des mois. Ils ont des grandes visites, ils ont des contraintes, des échéances calendaires, comme on dit, pour leur navigabilité. Et donc à partir de là, vous devez des fois faire des relèves. Et on a entendu ces derniers jours bien que certaines relèves ne seront pas effectuées, qu'ils décident de garder les unités déployées afin d'augmenter le volume. Normalement, ça tourne, et bien là, ça ne tourne pas jusqu'à nouvel ordre. Donc vous pouvez dépasser un petit peu, mais après, au bout d'un moment, vous arrivez avec des limites de calendaire sur les machines, sur le matériel. Je vous rappelle que dans l'aérien, on fait beaucoup de maintenance préventive. Donc il faut faire attention à ça, surtout avec du matos et du monomoteur comme le F-35. Pour la petite histoire, une fois, nous, on était au large de Djibouti avec le porte-avions. Et on m'a envoyé à terre, on m'a envoyé à l'Andivisio, c'est pas à côté, pour récupérer un super étendard et le convoyer jusqu'au bateau. Et donc on m'a fait voler à côté d'un Falcon 10, et le Falcon 10, on est parti de l'Andivisio, alors j'ai dû faire les vols de réception de l'avion, il y a eu des soucis au niveau du moteur, on a réparé le moteur, ensuite on a décollé de l'Andivisio au petit matin, on est descendu faire une escale à Hyères, après de Hyères on est allé en Corse, de Corse on est allé en Crète, de Crète, on est allé à Akrotiri, à Chypre, ensuite on est descendu en Arabie Saoudite, pour après derrière se poser à Djibouti, faire la nuit à Djibouti, et le lendemain rejoindre le porte-avions au large, sans aucun terrain de dégagement. Et alors que moi j'amenais cet avion en plus, un collègue à moi, un chef de patrouille, prenait un super étendard depuis le bord et le ramenait à l'Andivisio en faisant le chemin inverse, en revenant avec le Falcon 10 qui nous ouvrait la voie, qui nous faisait toute la circulation IFR au milieu des avions de ligne, là où avec un super étendard, vous n'êtes pas super bien équipé. Et donc nous, on suivait gentiment à côté. Je vous mets 2-3 images. Tout ça pour vous dire que c'est un gros travail, que ce n'est pas simple. Et donc, capacité à tenir, nécessite énormément de travail de l'ombre. Et on est donc dans cette question, est-ce que ce que les Américains ont amassé est trop gros pour ne pas taper ? Après, là, c'est une décision 100% politique. Le militaire, c'est faire des gros exercices et après redescendre en cadence. Donc ça, absolument aucun souci. Il y aura par contre un temps de maintenance ou un temps où l'armée n'est pas aussi disponible qu'elle aurait pu l'être suite à ce montrage de muscles, si vous voulez, à cette compétition. Donc on se prépare un peu comme dans le sport pour être prêt pour un jour J ou pour une semaine où on serait très bon, on va dire un mois pour l'armée, et puis après derrière, si au final vous n'allez pas faire la course, votre niveau de forme il va redescendre un petit peu, on ne peut pas rester au maximum tout le temps. C'est un petit peu ça la logique. Maintenant, de nombreuses personnes ont mis en avant le fait que les Iraniens ont cette capacité à détecter où se trouve le groupe aéronaval et à ouvrir le feu, notamment avec des missiles hypersoniques. Alors là, il faut bien voir qu'on commence à jouer quand même à un autre niveau. Personnellement, je ne suis pas plus inquiet que ça pour la flotte américaine. Ils ont réussi à avoir énormément de retours d'expérience ces dernières années, notamment face à outils sur la protection de leur groupe aéronaval. Tout le monde est vulnérable, tout le monde peut être attaqué à n'importe quel moment. Les Américains ont eu des attentats suicides contre leurs navires, c'est arrivé par le passé, donc c'est complètement possible. Maintenant, dans une opération classique, la surabilité du porte-avions, qui a une capacité à accélérer qui est incroyable. Les porte-avions américains, ça accélère à une vitesse, en France on ne comprend pas le concept, c'est incroyable. Et bien en fait, ça leur permet de se déplacer et surtout, ils vont être extrêmement protégés autour d'eux. Maintenant, la règle de base du militaire est de ne pas sous-estimer la menace. Donc si les militaires américains, ils doivent le faire, proposent tous les jours des options militaires aux décideurs américains, ils vont lui expliquer quel est le risque encouru. Et face à un pays comme l'Iran, c'est absolument impossible de ne pas dire qu'il risque d'y avoir des pertes côté américaine à partir du moment où on va faire une opération qui va tenir dans la durée. J'en veux pour preuve que lorsqu'il y avait eu sous Trump 1 de fortes tensions et de l'assassinat ciblé par des drones en Irak de militaires iraniens, il y avait eu une réponse de la part des Iraniens qui avaient envoyé des missiles balistiques contre des bases américaines en Irak et qui avaient eu des blessés au niveau des Américains. Pas de morts, mais des blessés. Donc imaginez, si on rehausse le niveau, forcément, tout engagement militaire, vous savez comment ça commence, vous ne savez pas comment ça se termine, d'où l'importance de la dissuasion, d'où cette volonté d'amener un deuxième porte-avions pour faire une sorte de all-in, pour probablement pousser à la négociation sans prendre le risque politique et militaire et financier d'un conflit.
Par contre, comme on disait, on ne peut pas rester à la mer pendant des mois. Il faut quand même voir que le Ford, ça fait 7 mois qu'ils sont déployés, qu'ils devaient initialement rentrer début mars, qu'ils ont une cale sèche qui les attend en Virginie et que leur réparation et l'entretien prévu étaient pour une sortie de 7 mois. Si on commence à faire 8, 9, 10 mois, c'est pas la même. Et là, c'est intéressant de voir un petit peu où sont les porte-avions. On a le Truman, on a l'Eisenhower, on a le Reagan et le Stennis qui sont en maintenance. On a le Washington, le George Washington qui est actuellement au large du Japon. On a le Bush qui se prépare à sortir en Atlantique, on a le Roosevelt qui se prépare pour le Pacifique, et on a le Carl Vinson, lui, qui revient d'opération, et le Nimitz, qui est revenu en décembre, qui est retiré du service. Il y a un an, on avait 2 porte-avions, c'était le Truman et le Carl Vinson face aux Houthis, c'était fini sur une négociation. Mais il y a véritablement un coût à faire rester un navire de combat à la mer plus longtemps que prévu. Alors, juste que vous vous rendiez compte, ça fait 7 mois qu'ils sont partis sur le Ford, ils ont déjà fait le Venezuela, ils étaient en Méditerranée avant, c'est juste monstrueux. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que s'il y a un deal, je pense que ce sera le Ford le premier à faire demi-tour gauche et à aller faire sa maintenance. Par contre, point très intéressant, toujours d'un point de vue ressources humaines, les personnes actuellement sur le Ford, je pense que ceux qui arrivent en fin de contrat, familialement, ils vont avoir une telle pression que c'est pas sûr qu'ils re-signent. Et c'est là où c'est important d'avoir une réserve. Les Américains sont très forts, j'en parle souvent pour ce qui est de la réserve. Juste imaginez, vous partez 8 mois en mer, 9 mois en mer, familialement, c'est un coût gigantesque. Et même si vous êtes passionné, que vous aimez votre métier, que vous aimez servir votre pays, derrière, on est avec une société qui vous pousse à plutôt aller vers des boulots, j'ai envie de vous dire, normaux, classiques, et pas reprendre le risque de refaire un deuxième déploiement de 8 mois, si ce n'est un troisième déploiement de 8 mois. Et donc à partir de là, c'est important dans la marine de toujours réfléchir à la tenue de votre RH dans le temps. Et c'est pour ça qu'on a des amiraux qui sont sortis publiquement dans la presse spécialisée, qui ont dit qu'effectivement, ils n'étaient pas forcément fans qu'on envoie le Ford là-bas à cause de la partie ressources humaines pour le personnel qui est déjà loin de sa famille depuis plus de 7 mois. Et vous allez me dire, ils l'ont choisi? Oui, mais ils avaient prévu un retour en mars. Maintenant, c'est important de le noter également, si vous voulez servir votre pays, il faut savoir que ça sera toujours, et c'est normal, les besoins du service en numéro 1, mais peut-être qu'ils peuvent envoyer le porte-avions qui est actuellement au large du Japon, renforcer le Ford si vraiment ça reste dans la durée. Peut-être qu'ils souhaitent avoir le Ford pour une opération très courte et après derrière le renvoyer derrière. Bref, beaucoup de peut-être, ce qui est sûr, qu'il y a de grandes chances que le décideur américain lui-même, à un moment où on fait cette vidéo, ne le sache pas. Car c'est ça l'intérêt de la géopolitique actuelle et l'intérêt d'avoir un porte-avions, c'est que ça vous permet au quotidien de regarder votre équation et de prendre vos décisions de la manière la plus éclairée possible. Je vous dis à très vite sur la chaîne, pourquoi pas en entreprise ou au mois de mai du côté de Sgor pour un séminaire. Je vous mets toutes les informations juste en dessous et puis il va bientôt faire beau, on va peut-être pouvoir reprendre les vols également sur le bassin. À très vite et fly safe.